paraissent en poche, 3 livres que vous avez publiés précédemment hors de cet ensemble. Donc Comment j'ai vidé la maison de mes parents, qui a eu une première publication en 2004, qui devient le titre général de ce qui est sous-titré Une trilogie familiale, donc avec Lettres d'amour en héritage, publié en 2006, et Comment je me suis séparée de ma fille et de mon quasi-fils en 2009. Donc on va revenir en détail sur chacun des textes, mais j'aimerais savoir quel regard vous portez sur cette trilogie. C'est-à-dire, pour préciser ma question, qui est très large, ce recueil était, je dirais, quasi appelé par l'absence de point final à Comment j'ai vidé la maison de mes parents. Est-ce que vous trouvez que cette publication en recueil donne une nouvelle dimension à chacun des textes et montre leur unité? Oui, complètement. Il y a eu une traduction en coréen qui reprenait les 2 premiers titres. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, c'est vrai que ça se suit. Il y a une logique presque musicale, je pense. Et dans l'écriture aussi. En fait, ce qui est très étrange, c'est aussi la relation avec le public, notamment en librairie, parce que bon, Comment j'ai vidé la maison de mes parents, c'était écrit vraiment dans les semaines, les mois après le deuil de ma mère, après la disparition de mon père, et c'était vraiment du direct, je dirais. J'ai vidé la maison et j'ai écrit en même temps. Et je ne pouvais en effet pas, à la fin, mettre un point final. Tout d'un coup, l'expression point final, qui est très claire en français, prenait une... Enfin, c'était comme si j'en rajoutais à la disparition, comme si elle devenait finale, définitive, alors que j'avais évidemment, comme chacun, envie de garder un lien avec mes disparus. Donc ça a été un peu une bataille d'obtenir qu'il n'y ait pas cette ponctuation dans le livre. Et j'ai présenté un jour dans une librairie ce texte, et quelqu'un m'a dit « mais vous allez poursuivre ». Et j'étais très très surprise, parce que dans ma tête, il n'y avait pas de suite. C'était un peu inachevé, mais ça devait se disparaître, de soi-même, mais ça n'exigeait pas une autre écriture. Et ça m'a fait réfléchir, et je me suis dit, peut-être bien que ce n'est pas terminé, et qu'il faut reprendre quelque chose. Et donc, bon, alors ça c'est une histoire un peu personnelle, mais les lieux où on écrit sont intimement liés aussi au livre. Donc, Comment j'ai vidé la maison de mes parents a été écrit dans la maison qui se trouvait à côté de celle de mes parents. Et une fois qu'ils avaient disparu, je trouvais très difficile de vivre à côté de leur maison vide. Donc, j'ai déménagé, sur le coup, j'ai vidé ma propre maison. Et c'est ici que je suis arrivée avec les boîtes des lettres de mes parents. Et dans un moment de deuil, je crois, je le raconte dans le livre, j'avais envie de reprendre une sorte de dialogue avec eux, et évidemment de découvrir leurs lettres que je n'avais jamais lues. C'était étrange, parce que dans quel temps est-ce que je me trouvais? Est-ce que j'étais avant? Est-ce que j'étais après? Est-ce que j'étais pendant? Enfin, c'était une bascule assez intéressante, et j'ai commencé simplement par retaper leurs lettres, les saisir sur l'ordinateur, sans savoir du tout ce que j'allais en faire. Mais j'avais besoin de ce lien d'écriture avec eux, avec leur graphie. Et d'ailleurs aujourd'hui, on rencontre moins souvent la graphie de quelqu'un d'autre, puisqu'on écrit beaucoup avec nos machines. Mais c'était très très émouvant pour moi de découvrir leurs pleins, leurs liés, leurs déliés, parce que leur écriture n'avait pas changé en fait. C'était des jeunes gens, mais 50 ans plus tard, c'était la même écriture. Et donc est née alors à ce moment-là l'envie de dialoguer, et de dialoguer avec ces lettres, et de découvrir aussi que j'étais née de cette correspondance, qui était aussi une découverte assez étrange, qui me convenait évidemment bien. Et donc, comme ça est né les lettres d'amour en héritage. Et là, j'ai mis un point.
Et puis à ce moment-là, il y a un peu de temps qui est passé, je travaillais sur l'idée de conte, et c'est toujours dans mes tiroirs. Après, j'ai écrit La Reine Alice, qui est un conte, mais je voulais écrire sur les contes, mais bon. Et pendant l'été, j'ai eu une discussion avec une éditrice du Seuil, et c'était à la veille du départ de notre fille en Angleterre. Le grand-fils était encore un peu à la maison, mais allait et venait. Et j'en ai parlé comme d'une chose en réalité très difficile. Je n'avais pas du tout projeté que ce serait une expérience aussi compliquée à vivre, de voir ses enfants partir. Et c'était un peu comme le deuil, c'est-à-dire que j'avais lu des livres théoriques, je savais tout ce qu'il fallait savoir. Et après, quand on le vit soi-même, c'est tout à fait une autre aventure. Et c'était aussi devenu un peu une aventure littéraire parce que j'ai relu à ce moment-là en anglais et en français Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll, etc., qui me semblait une belle métaphore des transformations de la vie. Et là, c'est clair qu'elle essaye de grandir, puis elle redevient petite. Et puis, je trouve que c'est une image de ce que nous sommes quand nous traversons la vie. Il y a des moments où on grandit, puis il y a des moments où on redevient plus petit. Et donc, ça s'est enchaîné. Et au fond, je dirais que la trilogie telle qu'elle est publiée maintenant ensemble, c'est comme si ça devait l'être depuis toujours. C'est comme s'il y avait une boîte qui attendait de recevoir les 3 manuscrits à la suite l'un de l'autre. Il y a une dimension prépondérante dans ces 3 livres, c'est celle de la filiation, celle de l'héritage, mais plus encore, il me semble, celle de la transmission, puisqu'on va de vos parents à vos enfants, et chaque fois il s'agit de partir, et vous l'avez un peu évoqué, avec un travail qui est comme un travail de deuil dans le second cas, alors qu'on ne l'imagine pas forcément comme ça, et vous parlez d'une figure de femme, donc qui est vous, majoritairement, mais c'est aussi une figure d'auteur, qui se construit sur un double vide, et c'est le titre, alors non seulement du livre, Comment j'ai vidé la maison de mes parents, mais ce travail du vide, c'est le titre d'un des chapitres que vous explicitez en disant cet éprouvant et pourtant libérateur travail du vide. Est-ce que c'est aussi ce qui fait le lien, alors peut-être pas des 3 textes, mais en tout cas du premier et du dernier? Oui, j'ai l'impression que je tombe dans le trou, comme Alice dans Le terrier du lapin. C'est-à-dire que, oui, le vide aspire. Donc, c'est comme si on était aspiré du côté de ces ascendants dont on se demande au fond qu'est-ce qu'ils m'ont transmis, au-delà bien sûr des objets ou des traits physiques, qu'est-ce qu'ils m'ont transmis de leurs valeurs, de leurs espoirs, de leurs idéaux, qu'est-ce que j'ai envie de conserver, qu'est-ce que j'ai envie de transformer. Enfin, c'est toutes ces questions-là qui d'ailleurs, au fil du temps, se métamorphosent aussi, parce que je trouve qu'on a rendez-vous au fil de la vie, et à certains moments particuliers, comme des anniversaires, des fêtes, ou des moments où ils auraient été là, où ils auraient pu être là, ils ne sont pas là, et qu'est-ce que nous gardons d'eux, et qu'est-ce qu'on a envie, nous, de transmettre éventuellement à la génération suivante. Et je dis aspirer parce que j'ai l'impression qu'au moment où nos enfants, j'ai écrit, nous larguent, ce qui est un mot un peu fort, mais c'est un peu le sentiment quand même qu'on a, parce que c'est très sain. Chaque génération doit vivre sa vie, et d'ailleurs si ce n'est pas le cas, ça nous inquiète beaucoup. Donc c'est nécessaire, et en même temps, on a beau s'y attendre, c'est quand même étrange comme expérience, parce que c'est comme si, là aussi, il y avait une sorte de vide qui se créait. Et je pense d'ailleurs que l'écriture a une fonction, pas nécessairement de remplir le vide, mais essayer peut-être de le décrire ou de le capitonner ou de le rendre... Peut-être que pour moi la littérature a quand même pour fonction
de rendre la vie un peu plus douce, parce que je trouve que la réalité de la vie est très violente, et qu'écrire ou lire, bien sûr, nous aide à traverser. Et peut-être il y a une autre dimension et qui va vers cette idée, alors peut-être pas d'aider à, mais qui me semble très forte dans votre œuvre, qui est celle de la reconquête. C'est-à-dire qu'il y a la reconquête sur la maladie en particulier, alors qui fut la vôtre, et vous le racontez dans la Reine Alice. Enfin, le terme de raconter d'ailleurs n'est pas très juste, mais en tout cas c'est un des moteurs de ce récit. Ici, c'est la maladie de votre mère et sa reconquête d'un corps et aussi d'un bonheur possible après l'horreur. C'est la reconquête de soi aussi, quand on recompose sa famille, quand on recompose son histoire, et qu'on va vers des liens qui sont ceux de l'amour, qui sont ceux du regard, dites-vous très joliment, et non plus seulement les liens du sang. Est-ce que vous diriez que c'est aussi un peu ce qui fait le lien des trois livres, Oui, cette reconquête? oui. Je pense que... Évidemment, je n'aurais peut-être pas imaginé ce mot-là, parce que quand j'entends reconquête, reconquista, ça a quelque chose d'un peu plus guerrier que je ne me sens, mais peut-être je suis une guerrière pacifique. Je crois que c'est... Évidemment, je suis née après la Deuxième Guerre mondiale, après la Shoah, donc la question était la question de la vie et de la survie, et de redonner sa chance en fait à l'amour. Et c'est vrai que l'histoire de mes parents est une histoire qui est c'est de faire le pari de l'avenir, le pari de la vie, le pari de l'amour, plus fort que la mort, et l'amour aussi comme réparation, comme reconquête. Et je crois la littérature aussi me semble souvent naître ça peut être du désespoir, ça peut être de la mélancolie, enfin c'est vers quelque chose que l'on traverse, que l'on dépasse, que l'on sublime pour poursuivre et donner un sens. Donc oui, je n'aurais pas pensé au mot reconquête, mais il me va. Mais vous avez employé un autre mot ici qui est peut-être plus juste, c'est cette idée de miroir ou de traversée du miroir, parce que c'est aussi ce qui fait le lien entre la Reine Alice, les lettres d'amour en héritage, avec cette figure du miroir qu'on traverse, celle d'Alice qui est en épigraphe de tous les chapitres de comment je me suis séparée de ma fille et de mon quasi-fils. Et vous dites, le présent est un cadeau permanent, il contient tous les possibles, le présent contient l'imprévisible, il n'y a pas d'autre vérité. Et donc quand je parlais d'une conquête, c'était peut-être plutôt du côté de cette quête d'un présent, et dont vous montrez, même dans la phrase que j'ai citée, que c'est le présent dans les deux sens du mot, c'est-à-dire le présent, ce qui nous est contemporain. Cette étrange persévérance, écrivez-vous d'ailleurs dans Comment je me suis séparée de ma fille et de mon quasi-fils, étrange persévérance chez moi, insistante d'être présent au présent. Et c'est le présent, le don, le cadeau, bien sûr. Cadeau, oui. Donc c'est plutôt cette quête d'un présent. Le présent, je trouve que c'est une très belle question littéraire, parce que dès le moment où on cherche le mot, on n'est plus tout à fait dans le présent. Donc c'est comme, d'une façon assez asymptotique, le rêve de l'écriture impossible, c'est-à-dire d'essayer de coller à ce moment qui fuit déjà quand on essaye de le décrire. Et j'ai l'impression que ça me renvoie à des choses de la toute petite enfance, où peut-être on est sous la table, on écoute les adultes, le brouhaha des adultes, on s'invente une petite histoire cachée dans son petit nid sous les pieds des chaises et de la table, et on essaye de découvrir qu'est-ce que c'est le monde, et peut-être qui on est dans ce monde, et de trouver le moment synchrone entre soi et le monde, et peut-être qui est à l'origine du désir d'écrire aussi.
C'est pour ça que la photographie, évidemment, peut fasciner les écrivains, parce qu'il y a une instantanéité qu'il n'y a pas dans l'écriture. L'écriture, c'est malgré tout toujours un moment différé. Même quand j'essaye, je crois que j'aime bien l'expression de rosée du matin, saisir la rosée du matin. Cet instant très bref dans un jardin ou sur une plante, il y a cette rosée qui va s'évanouir. Il me semble que cette recherche-là, elle m'intéresse. Ce qui est fugitif, ce qui est éphémère et ce qui est le don de la vie, le présent dans les deux sens. Vous avez écrit sur les choses aussi dans cet héritage peut-être de Pérec, qui a beaucoup écrit sur cette question. D'ailleurs, vous lui avez dédié L'imperméable rouge en 2016. Donc ici, est-ce que ce serait cette part de mémoire, d'archives et de choses d'un Pérec, ou c'est pas du tout le rapport que vous avez aux choses? L'œuvre de Pérec pour moi est immense et très, évidemment très inspirante, et je pense qu'elle s'inscrit dans un moment évidemment très particulier de l'histoire, puisqu'il a vu sa mère déportée et ne pas revenir, et donc il y a toujours deux Pérec. Il y a le Pérec assez virtuose qui conquiert le monde à sa manière très personnelle, et puis il y a le Pérec qui tombe un peu dans un trou et qui essaye avec beaucoup de pudeur, de dire d'autres choses que ce qu'il semble dire. Donc, alors il y a le fameux livre Les choses, mais les choses, les lieux, les maisons, etc., sont partout dans son œuvre, comme l'envers du décor, c'est-à-dire cette douleur que tout cela existe et que les disparus n'y sont plus. Donc, donc je me sens très proche en même temps. C'est un géant, donc il faut rester extrêmement modeste. Mais je crois que les choses, en effet, sont... J'ai jamais tout à fait compris pourquoi des gens ont du mépris pour les choses, alors qu'il me semble qu'on vit avec d'autres êtres humains, on vit avec des animaux, des végétaux, des pierres, etc. Mais on vit avec des objets à chaque instant de notre vie, à chaque instant. Les choses sont comme notre double, on s'y inscrit. Donc, c'est presque un décalque de nous. Donc il me semble qu'on peut raconter les êtres humains aussi par leurs choses. Et ça aussi, ça a peut-être un lien avec l'enfance, parce que quand on est petit et qu'on s'ennuie, on trouve un petit bout de bois, un petit bout de n'importe quoi, un petit bout de ficelle, et on essaye d'en faire une histoire et d'en faire un compagnon de jeu, en réalité. Comme j'étais enfant unique, je crois que j'ai dû beaucoup essayer de personnifier, d'animer tous ces objets soi-disant inanimés pour dialoguer, pour jouer. Et je crois que la littérature, c'est ça aussi, c'est un dialogue et un jeu. Oui, et un peu aussi comme un espace de projection de ses émotions, de ses sentiments, de ce que j'ai appelé l'orage émotionnel, c'est-à-dire ce mélange assez compliqué à vivre de douleur, de joie, de reproche, dont les choses sont les réceptacles. Et voilà, on ouvre un tiroir, on tombe sur... c'est pas qu'on tombe seulement sur leurs souvenirs, on tombe sur nos souvenirs. On tombe sur éventuellement ce qu'ils ont gardé de nous comme enfants, un dessin, et puis on est très surpris, ému. Parfois, on est triste aussi de trouver peu de choses. Ça, c'est aussi une douleur, évidemment, de dire « Ah bon, ils n'ont rien gardé je ne suis sur aucune photo. » Ou, enfin, chacun a une autre histoire. Mais oui, je pense que les objets sont la projection de ces sentiments et donc peuvent être partageables. Vous écrivez dans Comment j'ai vidé la maison de mes parents au tout début, d'abord
l'impudeur. C'est-à-dire que l'expérience du deuil, c'est aussi devoir fouiller, trier, donner, jeter, se confronter à des pans entiers d'une vie, à des archives extrêmement indiscrètes, et vous allez être confronté à ces archives indiscrètes et dont vous allez faire un livre, en donnant, et c'est là la force absolue de votre travail, en donnant une forme extraordinairement pudique à leur dévoilement. C'est-à-dire que vous n'avez pas publié une anthologie de leurs lettres. Il y a votre travail de lectrice de ces lettres, de commentatrice, enfin, il y a une pudeur absolue. Est-ce que vous diriez que c'est un peu sur cette frontière que vous vous situez, pudeur, impudeur? Oui, c'était évidemment tout de suite la question qui se posait, parce que d'abord, enfin, comme tous les enfants, on apprend, il ne faut pas regarder dans les poches, il ne faut pas regarder dans les tiroirs, etc. Et donc là, seule héritière, j'avais pas le choix. Et c'était tout d'un coup, l'interdiction se muait en impératif. Et j'étais très mal à l'aise. Donc c'est posé d'emblée cette question, mais enfin, ce voile pudique, je dois le soulever. Comment je vais faire? Et bon, je suis naturellement pudique, mais donc la question de l'impudeur se posait tout de suite, encore plus peut-être, enfin autrement pour leurs lettres. Et oui, donc je me rappelle très très bien, c'était l'été de la canicule en 2003. Le souvenir que j'ai, c'était d'ouvrir des tiroirs, de regarder les objets, de me poser les questions, de laisser monter toutes les émotions, les sentiments, les interrogations. Et le temps que j'étais capable de rester en contact avec les objets et les émotions. Il y avait un moment où je saturais complètement, je devais me retirer et essayer de digérer, de laisser reposer en écrivant. Donc souvent, je rentrais chez moi et j'écrivais pour mettre de l'ordre dans mon désordre intérieur ou pour retrouver un sentiment de pudeur par rapport à l'impudeur. Enfin, au fond, on pourrait dire que c'est quand même comme une sorte de psychanalyse, un peu involontaire. C'est-à-dire que par les circonstances, on est mis devant des millions de sentiments et d'impressions très très fortes et très intimes qu'au fond, on n'imaginait pas, on ne cherchait pas, et qu'on doit recevoir comme on peut. Et c'est vrai qu'il y avait, pour moi, je me souviens, j'ai l'impression que j'écrivais, j'ai le souvenir d'avoir écrit comme sur le coin de la table, un peu en cachette de moi-même. C'est-à-dire avec une partie de honte, parce qu'il me semblait découvrir des sensations dont on ne parle jamais, parce que le deuil, c'est quand même beaucoup des stéréotypes. Il faut rendre hommage aux disparus, il faut n'en dire que du bien, alors qu'on est beaucoup plus bouleversé que ça, y compris un sentiment dont on parle assez peu, qui est l'abandon. On se sent abandonné parce qu'ils ont disparu au milieu d'une phrase, ils n'ont pas terminé la phrase. Il y avait encore des choses à dire, il y avait encore des choses à leur demander, il y avait encore des choses à savoir. Et puis, plouf, ils vous laissent tomber, là, et débrouille-toi. Et donc, tout ça est assez mélangé et pas très autorisé, en vérité. Et c'est vrai que je ne savais pas que ce livre pourrait devenir le lieu où d'autres gens pourraient se poser, se reposer ou s'inspirer ou s'autoriser à vivre simplement ce qu'on vit. En vérité, on a de la peine à s'empêcher de vivre ce qu'on vit, mais tout est fait pour qu'on ne reconnaisse pas nos véritables sentiments, émotions, sensations. Alors là, c'est peut-être la psychanalyste aussi qui... Voilà, mon travail pendant des années, ça a toujours été quand même d'essayer de trouver une formulation, un contenant à des contenus un peu volatiles. Donc je crois que l'écriture et l'analyse vont assez bien ensemble. C'est un peu cette même recherche du mot
pour mettre l'étiquette la plus juste possible sur le flacon. Peut-être parce que quand j'étais enfant, j'avais aussi l'impression que beaucoup de choses volaient autour de moi sans être jamais nommées et que je souffrais de ça et que j'avais envie de trouver les mots les plus justes possibles. Bon, on n'y arrive jamais, on tend vers cela, mais les mots les plus justes possibles sur ces sensations si peu formelles en réalité, et en effet qui flirtent entre la pudeur et l'impudeur. Et qui sont aussi liées au fait que écrire, c'est aller contre, je pense que c'est ce à quoi vous faisiez référence là, aller contre un silence ou un manque qui nous a été imposé. Vous le formulez à un moment d'une manière très, très forte et qui fait le lien aussi de ces trois livres qui forment cette trilogie familiale. Vous écrivez « Tout génocide brise l'évidence de la suite des générations ». C'est la question sous-jacente, peut-être parce que j'ai jamais eu le cran d'aborder la question de front. Et donc elle est là. C'est comment être la génération d'après et qu'est-ce qu'on a reçu en effet en héritage. Est-ce qu'on a reçu... Alors je pense que la réponse est double. Je pense que j'ai reçu en héritage le traumatisme, avec pour charge à la fois de me souvenir et de le transformer en autre chose. Mais je crois que j'ai reçu aussi en héritage, et je le comprends peut-être mieux maintenant, le désir de vivre, et qui était peut-être plus étouffé quand eux vivaient. C'est comme si eux portaient leur énergie, que ça m'étouffait un peu. Et c'est vrai que c'est difficile à dire, mais cette formule « le roi est mort, vive le roi » qui m'a souvent choquée. Au moment du deuil, il faut un nouveau roi pour la continuité. Et la vie, c'est ça en réalité. Nous aussi, on va un jour disparaître et ceux qui viendront après nous, nous transformerons en ce qui leur convient. C'est assez étrange à imaginer, mais voilà, c'est quand même la vie qui nous traverse tous. Et donc, je pense, oui, que j'ai reçu à la fois le poids du traumatisme et donc la question de comment on vit après la survie, mais aussi ce cadeau immense qu'il y a un présent. Que voilà, là je respire, je peux avoir des projets, je peux essayer de les réaliser, je peux agir un petit peu sur le monde pour essayer, je ne sais pas, de le rendre peut-être un peu plus supportable. Je crois qu'il faut être vraiment très très modeste aujourd'hui, mais je pense qu'il y a un double mouvement et qu'à un moment donné, j'étais peut-être un peu aspirée par la question de comment survivre après ça. Parce que les codes n'étaient pas... Je veux dire, le problème, c'est qu'on imagine ou on rêve, parce que ce n'est pas nécessairement le cas, que nos parents sont puissants, ont toutes les réponses, vont nous conduire sur le bon chemin avec tous les outils nécessaires pour faire la route. Et en vérité, non, ils sont aussi fragiles, faillibles, etc. Et quand ils ont eux-mêmes vécu des choses terribles qu'ils n'ont pas réellement métabolisées, ils nous transmettent quelque chose qui est incomplet, avec peut-être pour charge de le métaboliser pour eux. Mais on ne peut pas passer sa vie à vivre à la place de quelqu'un d'autre, même si c'est des êtres qu'on aime beaucoup. Il faut aussi arriver à s'autoriser à vivre sa propre vie. Et au fond, je crois que la trilogie raconte tout ça. Comment on fait entre l'amour et la mort pour vivre sa propre vie, ni seulement avec ses parents, ni seulement avec ses enfants, alors qu'ils ont fait partie d'un mouvement, de l'amour, de la vie, etc. Et puis un jour, ils doivent prendre leur baluchon et aller sur leur chemin. Et après un moment un peu
d'étourdissement. Il faut retrouver ses marques, il faut reprendre sa propre respiration sur ses propres pieds. Et et vous l'écrivez, de être ou devenir peut-être l'héritière active de cette filiation. Oui. Donc c'est trouver sa place justement entre l'avant et l'après. En même temps, moi je pense que rien n'est définitif. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'on ait une place une fois pour toutes. Je pense qu'on est tout le temps bousculé par la vie. On est bousculé par la disparition de nos proches, on est bousculé par toutes les transformations. Ça peut être la maladie, le déménagement, la perte d'un travail, la séparation d'un conjoint, le fait que nos enfants grandissent et vivent leur vie, mais c'est l'âge qui vient. Enfin, on a des milliers de questions. La vie, c'est vraiment, à chaque instant, un peu comme un funambule, il faut essayer de voir dans le déséquilibre comment trouver un minimum d'équilibre pour faire le pas d'après. Mais je crois qu'il n'y a rien de définitif. Vraiment, je crois qu'on ne peut pas se dire « Ah bon, là je me repose un coup ». Dans son discours d'accueil à l'Académie royale de Belgique, Jacques de Decker a écrit que vous êtes l'auteur d'une préface au savant dictionnaire du fil, des aiguilles et des étoffes. Et c'est aussi votre « Je me souviens » numéro 109. Vous écrivez « Je me souviens avoir écrit la préface de Passepoil, Piqûre et Paillettes ». Et dans la trilogie, vous rappelez l'importance de la couture pour votre mère. Dans le journal implicite, la série de photographies qui double, j'emploie ce terme à défaut d'un autre, mais Comment j'ai évidé la maison de mes parents s'intitule Petit Poy et cousu main. Et il y a un lien évidemment, enfin Derrida l'a montré, d'autres entre le texte et le tissu. Est-ce que c'est ça votre héritage? Le texte et la texture, oui. Le tissage oui. Et des mots et des mailles ou des fils. Bon, c'était présent évidemment dans l'histoire à la fois de ma mère et de mon père, dont c'était aussi le métier. Et c'est vrai que c'est un des gestes les plus vieux de l'humanité. Donc une fois qu'on n'a plus pris les peaux de bête, on a commencé à trouver d'autres techniques de tissage pour se protéger des intempéries. Donc j'aime assez l'idée, et aussi que ce sont peut-être bien des femmes qui ont été les premières à inventer des techniques, et des techniques de civilisation humaine. Il y a dans le travail du tissage ou du vêtement, bon, il y a beaucoup de choses à en dire, bien sûr, mais il y a, je crois, l'apprentissage de la patience, d'une certaine ténacité quand même. Quand je voyais ma mère coudre ses robes, elle tirait un peu la langue entre les lèvres comme ça parce qu'elle n'était pas tout à fait satisfaite. Bon, elle avait un idéal du moi quand même haute couture, mais peut-être qu'elle m'a transmis quelque chose de ça. Moi, j'ai 2 mains gauches, mais j'aime bien coudre comme ça pour me détendre. Mais oui, c'est le travail bien fait, enfin le travail artisanal. Et pour moi, la littérature, l'écriture, c'est quand même un artisanat pour commencer. C'est de choisir des mots, c'est de les relire, c'est d'éprouver s'ils sont à la juste place, déplacer un peu l'aiguille. Et j'ai toujours été fascinée, c'est mon grand modèle, c'est Proust, qu'il est, à la fin de la recherche, fait un lien entre son écriture et à la fois la cathédrale et la robe. Et je ne sais pas si on a beaucoup écrit là-dessus, mais je me suis toujours demandé, est-ce qu'il a vu des robes se bâtir? Parce qu'on utilise le même verbe, bâtir une cathédrale, bâtir une robe. Et ça a à voir en effet avec une architecture, là, une architecture du corps, l'architectonique d'un livre. Enfin, c'est des images qui... oui, c'est un vocabulaire très très riche, je trouve, aussi pour se reconstruire, au sens
analytique ou personnel ou philosophique du mot. Donc oui, ça m'a amusé de faire cette préface et de cette richesse de vocabulaire qui est là aussi une transmission. Il y a des millions de petites mains au fil des siècles et ça m'a beaucoup plu, qui ont inventé des mots pour dire leurs gestes. Et j'aime bien aussi l'idée de mémoire des gestes, pas seulement la mémoire des souvenirs, des objets, des personnes, des parfums, c'est assez compliqué la mémoire des parfums, mais la mémoire des gestes, peut-être qui nous sont transmis à notre insu et que nous-mêmes nous transmettons à notre insu, ces gestes qui font notre être et l'être de ceux que nous aimons. Ou que nous n'aimons pas d'ailleurs aussi. Il existe une image de lui qui m'émeut extraordinairement. Il a 70 ans et il a l'air d'un vieux monsieur à côté de sa mère qui en a 90. Et c'est bouleversant parce qu'il est un enfant et un vieillard en même temps, puisque sa mère meurt très 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 âgée. Et on sent d'ailleurs que dans son histoire, parler des femmes et de la sexualité des femmes, c'est un peu un interdit par le fait que sa mère vit toujours. Et ça avait l'air d'une forte femme. Et aussi génial soit-il, il est ce grand bonhomme, cet inventeur qui a une portée internationale, et ce petit garçon encore, et toujours très 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 tard dans sa vie. Et donc, tout d'un coup, comme j'ai souvent fait, puisque j'avais écrit 2 livres sur Freud, et j'ai continué à garder des liens intenses avec lui, parce qu'il est une sorte de grand-père imaginaire pour moi, puisque je n'ai pas connu mes grands-pères, je me suis demandé, tiens, et lui, comment il a fait ? Il n'a pas fait. Il a perdu son père, mais sa mère a continué à vivre avec d'ailleurs une de ses sœurs dans l'appartement familial, et il n'a jamais eu à... alors lui, d'une façon plus dramatique, il a dû quitter Vienne et le lieu où il avait vécu quasiment toute sa vie au moment de l'immigration à Londres, de l'entrée des nazis à Vienne, etc. Donc c'est ce moment-là. Il n'a plus le choix. D'ailleurs, il attend très 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 tard pour ne pas partir. Et qu'est-ce qu'il prend avec lui ? Sa bibliothèque et ses antiquités, sans doute un peu d'archives. Et puis voilà, c'est quand même le sauve qui peut. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'a marqué. C'est mon père me disait très souvent, tu sais, peut-être ma mère aussi d'ailleurs, quand on est en danger, il faut se sauver. Et il faut tout laisser derrière soi. Les choses n'ont aucune espèce d'importance. C'est la vie qui compte. Et même si tu n'as pas le temps de prendre une valise, c'est pas grave. Tu pars, tu te sauves. Donc, je me suis demandé si mes parents n'avaient pas aussi accumulé comme une manière comme un sparadrap ou comme plus qu'un sparadrap, quelque chose pour se protéger du fait qu'eux n'avaient rien comme chose et comme archive de leur propre famille, quasiment rien. Et donc il y avait peut-être une surabondance de bouts de chandelle et de choses en fait sans intérêt, si ce n'est colmater une sorte de vide qu'eux avaient éprouvé de ne pas être dans une continuité. Mais donc tous ces objets, c'est très important. Et je vais dire le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure. Je me suis toujours exercée intérieurement à pouvoir tout quitter en un instant. Et pas chercher à me souvenir et à vouloir prendre avec moi quelque chose. Non, si le feu prend, on s'échappe. J'ai une question puisqu'on parle de Freud et que on disait tout à l'heure, la littérature, c'est aussi... se confronter à des zones opaques en nous ou interdites, et vous confrontez vos lecteurs aussi à ça, un peu à la manière de Primo Levi, que vous citez d'ailleurs, qui dit, même si c'est un contexte évidemment extrêmement différent, j'écris ce que je ne pourrais dire à personne. Donc la littérature, c'est ce qui nous
confronte à ces zones opaques et interdites. Or, vous êtes psychanalyste aussi. Est-ce que pour vous, c'est les mêmes outils, c'est les mêmes effets que la littérature et la psychanalyse? Je me suis demandé si c'est une question très vaste, hein, évidemment, mais vous dites dans Comment je me suis séparée de ma fille et de mon quasi-fils que de la littérature, on ne sort jamais indemne. Est-ce que ce serait ça la différence de la psychanalyse? On sort indemne? Non, je crois pas. Non, non plus. Non plus, oui. Je me suis demandé quel lien vous faites. Je crois qu'il y a des liens très, très intenses entre les deux, parce que c'est à la fois la recherche de ce qui nous échappe, de ce qui doit être tu, de ce qui est... j'ai l'impression qu'on est hanté aussi, l'inconscient, c'est un peu des fantômes à la recherche de mots, à la recherche d'une narration possible pour soi. Donc je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de liens entre les deux. Et oui, alors être indemne, de quoi on sort indemne? Je ne sais pas. Pas de la vie en tout cas, et de l'analyse, je crois que c'est bien qu'on n'en sorte pas indemne. Enfin, il faut qu'il s'y passe quelque chose. Et comme quand on lit un livre, je crois que pour nous, les livres importants, c'est ceux qui ont fait qu'il y a un avant et un après. Que c'est une traversée de lire un livre. En tout cas pour moi, c'est fondamental. Il faut qu'il se passe quelque chose. Mais c'est Pérec qui disait, il était très drôle. Dans un de ses textes sur l'analyse, il dit, contrairement à ce qu'on peut imaginer, l'analyse n'est pas comme une publicité pour chauve, il n'y a pas un avant et un après. Il y a une force de vie très 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 forte, et qui est aussi ce que vous transmettez à vos lecteurs, en les forçant peut-être dans un premier temps à aller voir des choses un peu interdites ou opaques en eux, mais grâce à ces vers grossissants, comme le dit Proust, que vous citez en épigraphe, ces lecteurs ne seraient pas, selon moi, mes lecteurs, mais les propres lecteurs d'eux-mêmes. Mon livre n'étant qu'une sorte de ces vers grossissants, comme ceux que tendait à un acheteur l'opticien de Combray, mon livre, grâce auquel je leur fournirais le moyen de lire en eux-mêmes. Donc c'est Proust dans Le temps retrouvé. C'est ça aussi, cette trilogie, transmettre à la fois la part sombre peut-être, mais cet élan vital et nous permettre de lire en nous-mêmes. Ah oui, complètement. Et moi, je suis très, très, très reconnaissante à cette communauté de lectrices et de lecteurs qui se sont emparés des livres que j'ai pu écrire pour en faire leur histoire, leur miroir. Moi, il n'y a rien qui peut me toucher plus que de voir un livre qui était annoté. Oui, un livre, au fond, il est écrit par quelqu'un, mais il est lu par quelqu'un. Et s'il n'y a pas ce travail de la lecture, il n'existe pas. C'est une chose qui ne vit que parce qu'il y a une lecture qui en est faite et dans des sens qu'on peut ne pas imaginer quand on écrit. Donc ça, c'est formidable, c'est une rencontre, c'est un dialogue qui a lieu à certains moments. Et pour moi, c'est des moments un peu magiques parce qu'on écrit dans la solitude. Par contre, on peut être lu et parfois les lecteurs offrent leur lecture. Et moi, je trouve ça fabuleux. Mais c'est en tout cas une des formes de la transmission de cette trilogie familiale, puisque vous le transmettez à vos lecteurs, qui eux-mêmes le transmettent à d'autres lecteurs, parce que c'est quelque chose qui est fascinant avec ces livres, c'est qu'on les conseille comme des amis pour accompagner, enfin, il y a ce don donc à des lecteurs qui n'ont pas forcément la même histoire que la vôtre, oui. Qui pourtant vont s'y retrouver. Oui, c'est ça. Ça, c'est incroyable. Ouais. Comme chacun peut habiter le livre comme on habite un vêtement, quoi. Le mettre à sa taille, comme ça lui convient, en lire. Enfin, ça, c'est aussi la liberté de la lecture. Il y a des mots qu'on ne voit pas et d'autres, au contraire, qu'on prend parce qu'ils nous conviennent. Donc, c'est formidable. Et cette transmission, elle se fait aussi
du texte écrit à la photographie. Il y a un lien très très fort, presque sériel, entre votre littérature et votre œuvre photographique. Je pense au journal implicite. Vous écrivez donc de ces photographies qu'elles sont nées d'une nécessité, créer un monde imaginaire pour reprendre pied dans la réalité, transformer la douleur en beauté, l'aléa en élan. Et dans La Reine Alice, vous écriviez au tout début du livre aussi, si elle pouvait s'inventer un film, on retrouve le film, un film de fiction pour reprendre pied dans la réalité. Dans Comment je me suis séparée de ma fille et de mon quasi-fils, on a une phrase qui est quasi la même, en tout cas qui dit la même idée. Je ne voulais ni tenir un journal, ni rédiger un roman, mais inventer une autre forme, hybride, plus ouverte, plus insaisissable, souple, comme les plis de la pensée. Donc on a toujours cette métaphore du tissu, vivante comme des perceptions en mouvement, qui relierait les mots aux émotions, une sorte de non-fiction novel, un roman qui ne serait pas une fiction, une vérité qui serait de la littérature. Et je me suis demandé si finalement c'est pas ça que vous cherchez à travers ces différents médias, j'allais dire, ces différentes formes d'expression, cette vérité qui n'est pas une vérité au sens premier où il y aurait quelque chose d'immuable et de non fluctuant, justement ce qu'on disait tout à l'heure, on ne s'assigne pas à une place, mais on approche par d'autres moyens de ce qui serait une forme de vérité avec laquelle on peut vivre, peut-être, je sais pas. Oui. Ce qui est très singulier, c'est que au moment de La Reine Alice, c'est-à-dire quelques mois avant, un an avant, j'ai traversé ce que malheureusement beaucoup d'hommes et de femmes traversent. Et les traitements qui vous donnent quand même la chance de survivre sont aussi bizarrement des drogues qui troublent la cognition. Et donc lire et écrire m'était tout simplement pas possible parce que je pouvais porter mon attention pendant 10 ou 15 minutes et pas au-delà. Donc c'était pour moi un déséquilibre. Il fallait que je trouve une solution parce qu'en plus les journées étaient très 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 longues. Si vous ne pouvez ni lire ni écrire et vous êtes je regardais des séries ou des films, mais enfin là aussi l'attention n'était pas très grande. Et à ce moment-là, je ne sais pas comment m'est venue l'idée de faire des photographies, donc des instantanés, avec des objets qui étaient à portée de la main et qui étaient chargés, un peu comme dans un rêve, de raconter une histoire par association avec le n'importe quoi, le hasard, la rencontre de formes, de couleurs. Et j'ai inventé une sorte d'univers comme ça qui me venait. Je pense que j'ai écrit ces photographies comme j'ai pu écrire des manuscrits. C'était très semblable. Et j'ai tenu à ce moment-là, pendant quelques mois, un blog où je postais, et c'était un peu ma mission de chaque jour, de poster une photographie qui était donc un assemblage d'objets, et de trouver une phrase qui n'était pas de moi en général, mais donc je pistais une phrase. Donc mon attention était quand même très limitée. Et si j'y arrivais, j'avais le sentiment d'un accomplissement. Je n'avais pas perdu tout à fait ma journée. Et j'ai fait aussi, ce que je montre plus rarement, des autoportraits entre autodérision, entre tragique et comique, où je me déguisais, sans doute influencée par les femmes surréalistes qui ont beaucoup joué à ça. Et je pense, oui, que dans des moments difficiles de la vie, il faut opposer une résistance par une créativité. Ça peut être de faire des confitures, ça peut être... peu importe. Je crois très fort que chacun... Comme Unicode raconte des enfants. On a quand même une créativité sans être quelqu'un qui fait une œuvre. On peut faire de petites œuvres et qui peuvent être même des petits chefs-d'œuvre dans la vie quotidienne. Je crois beaucoup à ça. Et donc,
En réalité, la Reine Alice est née de ces photographies, dans le sens inverse. C'est le roman qui est la légende des photographies après coup. Et ensuite, j'ai repris le chemin des objets, de comment j'ai vidé la maison de mes parents, lettres d'amour et un peu moins sur mes enfants. Mais j'ai cherché autour de moi des objets que je pouvais assembler, qui pouvaient raconter des histoires. Et donc j'ai repris un peu le fil et j'ai appelé ça en effet Pichipoi et Kuzuma, parce qu'il y a des objets fabriqués. Mon père fabriquait des jouets et ma mère fabriquait des robes. Et donc voilà, je me suis amusée à faire dialoguer ces objets. Et je crois que voilà, maintenant, depuis, je continue. Ça m'est très important de continuer à raconter des choses aussi à travers les images. Alors là, j'ai fait une série un peu militante qui est très loin de ce que j'ai pu écrire, que j'ai appelé Féminicide. Un jour où je revisitais un peu des cahiers mes premiers cahiers d'écriture d'école, j'avais des vieux ciseaux de papier à la main, un peu rouillés. Et puis, je sais pas, la moutarde m'est montée au nez, je voyais des publicités de parfums et je me disais, mais c'est insupportable ce qu'on fait aux femmes. Et j'ai revisité un peu l'histoire de l'art en posant des ciseaux sur la beauté des femmes, de Raphaël, Michel-Ange, Vermeer, etc., en me disant, mais c'est insupportable qu'on ait en même temps, tout au long des siècles, célébré la beauté des femmes et on leur a fait violence avec des objets qui sont juste sous les toits. Hein. C'est pas des bazookas, quoi. Il suffit d'un quelconque couteau de cuisine ou des ciseaux de papier et on peut blesser, tuer quelqu'un qui vous échappe. Donc, alors, peut-être, il y a une violence là, ça a été montré à Paris Photo dans un parcours de femmes, et c'était Artemisia Gentileschi dans un autoportrait, et il faisait un alphabet, et ils ont mis cette photographie sous le V de violence. Et ça a été pour moi une expérience assez étrange parce que je crois que la violence n'a jamais fait beaucoup partie de ma vie. Et tout d'un coup, je me suis dit, ah bon, est-ce qu'il y a de la violence en moi? Et est-ce que j'ai envie de dénoncer la violence qui est faite aux êtres humains et aux femmes en particulier? Et donc voilà, il y a des choses qui surgissent de soi dont on ne sait pas comment elles arrivent à maturité, parce que sans doute elles étaient là. Oui, et elles sont même là dans ce que vous dites de votre mère, dans comment j'ai vidé la maison de mes parents, c'est-à-dire c'est aussi la violence qui a été imposée au corps de votre mère, donc qui a eu une maladie très grave qu'elle a attrapée pendant la grande marche de 45 pour échapper au camp, et une pneumonie, et qu'elle a dû soigner en Suisse longtemps, etc., et qui l'a longtemps marqué. Puis cette nouvelle agression de son corps liée à un accident de voiture, et il y a tout ce travail aussi dans le livre sur qu'est-ce que c'est pour une jeune fille, vous, de construire sa féminité sur le corps, contre un corps abîmé de sa mère, même si c'était une femme très belle évidemment, mais elle avait un corps marqué. Et donc il y a ce travail sur le corps des femmes, ce que la culture dit du corps des femmes, ou ce que l'histoire fait au corps des femmes, qui était présent avant aussi cette série Féminicide, il me semble. Oui, alors là, ça m'emmène aussi sur un autre terrain, qui était que le couple de mes parents était très étrange par rapport aux stéréotypes masculins-féminins. Mon père, en raison des circonstances de la vie, peut-être parce qu'il était le deuxième garçon de sa mère, il a beaucoup développé des capacités féminines de prendre soin. Hein, il aurait pu être médecin, il se rêvait dentiste pour enfants, et il a pris soin de ma mère. Et ma mère était quand même un peu, elle, dans la résistance. Maintenant, je commence à
prendre conscience aussi de ce qu'elle faisait. Elle faisait des faux papiers, mais elle a fait aussi du transport d'armes. Ce que j'entendais, mais que je n'ai pas vraiment réalisé, que cette jeune fille, elle prenait des risques et elle les a payés. Elle était très militante, je trouve ça formidable comment elle a défendu sa patrie d'adoption. Mais j'étais très troublée enfant, parce que pendant qu'elle était à l'hôpital après son accident de voiture, elle a reçu des décorations de la République française. Et je me disais, c'est bizarre, à l'école j'apprends que c'est les hommes qui reçoivent les décorations militaires et pas les dames. Donc tout ça était quand même assez troublant par rapport à ce que je voyais aussi dans les films, dans les autres familles. Et en même temps, aujourd'hui, je suis quand même assez fière finalement de ce couple qui n'était pas si banal et qui avait ils avaient trouvé leur équilibre assez étrange, mais voilà, je crois que ça a toujours existé aussi, évidemment. Dans les vraies familles, on ne colle pas nécessairement aux stéréotypes, mais beaucoup de tout ça est abrasé par la société. On ne le raconte pas volontiers parce que ça va contre la majorité. Ça se dit pas, quoi. Ça se tait, ça se garde à l'abri des oreilles et des regards. Mais c'est dommage parce que cette multiplicité des tempéraments aussi, moi je trouve que c'est ça la richesse. Mais c'est pas très audible. Même quand je parlais des idées de Freud sur la bisexualité psychique, c'est-à-dire qu'on a quand même du masculin et du féminin en soi, ne fût-ce que parce qu'on a eu un père et une mère, les gens n'ont pas envie d'entendre ça. Aujourd'hui, on aime bien que tout soit très rangé, séparé et simple, binaire. Moi, j'aime bien la complexité, mais c'est pas à la mode. Et peut-être qu'on va finir là-dessus. Il y a quelque chose de très fort dans vos photographies aussi par rapport au livre, parce que pour moi, c'est vraiment deux manières de creuser peut-être la même chose. Et il y a le directeur de la Maison européenne de la photographie qui a parlé de vous en disant que vous autobiographiez le réel, parce que je trouve une formule magnifique, magique, ouais. Et très très juste. Ouais. Donc c'est sans doute le lien aussi de votre œuvre écrite, dirais-je, et photographique, même si vous montrez bien que c'est la même chose, puisque photographie, il y a le verbe grapher, on écrit aussi, et parfois vos photographies sont des légendes de vos livres ou l'inverse. Mais il y a quelque chose qui est très frappant, c'est que dans vos photographies, il y a une très grande présence aussi des mots, qui forment parfois des rébus, presque. On se demande comment lier ces mots qui sont présents sur la photographie entre eux. Parfois on se dit ça pourrait être la légende d'une page d'un livre, et quand on prend ensemble la photographie et la page du livre, comme on peut le faire entre Journal implicite et Comment j'ai vidé la maison de mes parents par exemple, on s'aperçoit qu'il y a un petit décalage, une autre histoire peut-être, ou dite différemment. Est-ce que pour vous, il y a quelque chose de plus implicite dans la photographie, de moins explicite que dans la littérature? Je pense en particulier à une série qui est absolument incroyable, Les clés sur l'échiquier, où les absents de l'histoire sont présents, ceux qui sont morts dans les camps, donc ils sont là en étant absents, et alors que ce qui reste d'eux, c'est les numéros. Et donc c'est aussi très explicite. Mais est-ce que pour vous c'est le même type d'expression, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus... un travail plus grand encore à apporter par pour le spectateur d'une photographie, celui qui est apporté par le lecteur d'un livre? Oui, je crois quand même que la pluralité des interprétations est vraiment grande dans une image. J'ai eu une expérience très émouvante de montrer les clés à la Biennale de la photographie à Berlin. Donc c'était pas n'importe où. Et il y avait un public très attentif. Et il y a des gens qui ont vu certaines de ces photos comme l'expression d'une joie, d'un feu de joie, enfin des images que je n'avais
pas du tout perçu. C'était des gens d'une toute autre génération, c'était leur grand-père ou arrière-grand-père qui était là pendant la guerre, donc de l'eau avait coulé sous les moulins, et heureusement. Mais c'était assez fascinant pour moi de recevoir une interprétation très 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 loin de ce que j'avais cru raconter moi. Mais moi j'aime bien de toute façon que les choses restent ouvertes, que ce soit un livre, que ce soit une image. Je trouve que ça doit appartenir à la personne qui reçoit. Voilà. Et je déteste les œuvres fermées. Je déteste l'enfermement, la prison. Donc, je suis vraiment claustrophobe. Donc, j'aime que les œuvres, peuvent apporter à chacun vraiment ce qu'il veut y mettre. Ça me fascinait toujours dans mon bureau d'analyse. J'ai toujours eu des livres auprès du divan. Et chaque patient ou patiente piquait juste le titre dont il ou elle avait besoin, qui évoquait quelque chose. Donc je crois que c'est ça. Je crois qu'on peut apporter des petits cailloux et chacun va en faire ce qu'il veut. Mais en soi, je pense que l'image... Non, il y a des images fermées, évidemment. On peut aussi... C'est pas vraiment le médium qui fait tout le travail. Je crois qu'on peut laisser la porte à l'imaginaire de chacun. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Même si ça tourne le sens, pourquoi pas? Vous savez, j'étais très émue en Bretagne. Il y avait un lieu où on allait en vacances. Il y avait une vieille bretonne qui faisait de merveilleux sorbets, des gâteaux. On adorait aller chez elle. Et puis un jour, elle a compris que j'avais écrit Comment j'ai vidé la maison de mes parents. Et elle m'a dit « Ah, mais c'est exactement moi. Je me suis complètement retrouvée. » Et j'étais tellement émue que cette femme qui avait un parcours sûrement très, 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 très différent du mien, elle avait fait son marché. Elle avait pris ce qui lui convenait, elle avait laissé les phrases qu'elle n'avait pas besoin de lire. Et ça, c'est la magie. Pour moi, c'est la magie d'une image, d'un film, d'une musique. C'est que ça ouvre des portes à chacun comme il veut. Ça n'appartient pas à la personne qui l'a mise au monde, ça appartient à chacun. Je trouve ça... C'est très bien. Il n'y a pas de point final.